As-tu fini? Il est temps pour un nouveau départ. J'avais prévu de partager mon histoire depuis la semaine dernière, mais quelque chose d'inattendu est arrivé il y a quelques jours. Laisse-moi commencer par mon histoire avant d'aborder le problème. Je m'excuse d'avance pour toutes les erreurs. Quelques informations de base sur moi. Je suis métisse, noire et créole. Elle est aussi métisse, française et noire. À l'époque, j'avais 29 ans et venais de terminer mes études universitaires, tandis qu'elle en avait 27. J'avais un emploi de bureau dans une entreprise informatique et elle faisait du travail temporaire dans des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, etc. C'est là que tout a commencé. Ma famille et moi vivions à Bâton Rouge, en Louisiane, jusqu'en 2005. Je vivais dans un appartement car j'ai une grande famille élargie qui y vit et j'avais besoin d'espace pour étudier pour mon diplôme que j'ai obtenu la même année. Nous avons été forcés de partir à cause de l'ouragan Katrina. Bien que nous n'ayons pas été directement touchés, la ville a été inondée par des centaines de milliers de réfugiés. Les coûts du logement ont explosé, les écoles et les enseignants étaient débordés, et avec le grand nombre de personnes qui ont tout perdu, il y a eu une augmentation significative de la criminalité. Les gens se faisaient voler et même tirer dessus, et ce n'était pas seulement dans un comté voisin, mais à seulement une demi-heure de route. Ce n'était plus sûr pour nous, alors nous avons pris la décision de partir. Ma famille a choisi d'aller en Floride, mais j'ai trouvé une opportunité d'emploi en Géorgie, alors j'ai décidé de déménager là-bas. Avance rapide d'environ 1 an, je m'étais installée dans un nouvel appartement, mon travail payait bien et j'avais fait quelques amis. Le 2 juillet, mon meilleur ami Kevin m'a parlé de son barbecue annuel du 4 juillet dans son jardin. Il a dit qu'il savait comment utiliser le grill et que beaucoup de gens venaient, généralement, ce qui en faisait un événement amusant. Ça me semblait être un bon moment, alors je suis allée avec Kevin et quelques autres amis. Nous avons joué à des jeux, lancé un ballon de football, puis nous avons commencé à jouer aux cartes. C'est là que j'ai rencontré. Je venais de gagner une partie et elle est venue vers nous pendant que nous jouions et a commencé à parler à l'un de mes amis. Il s'est avéré qu'elle était sa collègue dans le cabinet comptable. Arrêtez immédiatement là-dessus, Pegel. Elle était très grande, environ 1m80, ce qui était parfait pour moi car je mesure 1m85. Elle avait de longues jambes bronzées et un corps athlétique. Son visage était magnifique, avec de longs cheveux noirs. Je me suis présentée et après que la partie se soit terminée, j'ai cédé mon épaule à lui parler. Nous avons tout de suite accroché. Nous aimions tous les deux le sport et les livres, et nous partagions presque tous les mêmes centres d'intérêt, sauf son amour pour la mode. J'ai peut-être même commencé à aimer ça aussi car elle était toujours belle, que ce soit pour sortir ou simplement en portant un débardeur et un short à la maison. Nous avons eu quelques rendez-vous, nous nous embrassés et nous avons passé un bon moment après le 4e. C'était incroyable et nous avons continué à nous voir exclusivement, du moins c'est ce que je pensais. 2 mois plus tard, nous vivions ensemble dans mon appartement. Avance rapide d'1 an de plus, et je lui ai fait ma demande en mariage. Elle a dit oui, et nous étions prêts à nous marier dans 8 mois. La vie était parfaite, j'avais fait des heures supplémentaires pendant plus d'1 an, et mes parents m'ont donné $40,000 pour m'aider. J'ai enfin payé une maison. Elle était ravie de fonder une famille avec moi et je ne pouvais pas être plus heureux. Nous avons choisi des meubles, changé nos adresses et elle a même commencé à se faire appeler Madame. Mon nom de famille, ce que j'ai trouvé charmant. Et était qu'en fait j'ai tout compris. Je croyais connaître tous les secrets de la vie. J'avais tout ce que je voulais dans le monde, comme j'étais naïf. J'avais besoin d'envoyer un chèque, alors je lui ai demandé si elle avait des timbres, car j'étais à court. Elle a dit qu'elle en avait dans la boîte à gants de sa voiture. Je suis sortie et j'allais ouvrir la porte de sa voiture quand elle a ouvert la porte et m'a crié d'arrêter, disant qu'elle en avait dans son sac à main. Je trouvais ça étrange à l'époque, mais je n'y ai pas pensé, étant donné à quel point j'étais amoureux. La journée a continué, et nous sommes allés nous coucher dans notre nouvelle maison. Mais elle s'est levée au milieu de la nuit et est allée dans sa voiture, me réveillant au passage.
Je suis allée à la fenêtre, pensant qu'elle partait, mais elle était juste en robe. Donc j'ai pensé qu'elle avait dû oublier quelque chose là-dedans. J'allais retourner me coucher quand j'ai vu un flash. Je me demandais ce que c'était. La voiture était directement sous la fenêtre. Et j'ai vu que le flash était de forme rectangulaire. Donc j'ai pensé que c'était son téléphone. Puis j'ai regardé à nouveau sur la table de nuit et j'ai vu son BlackBerry posé là. C'est alors que j'ai compris, elle avait un deuxième téléphone portable. Je me suis aussi souvenu comment elle était sortie de la maison avant que je puisse ouvrir la porte de sa voiture. Quelque chose en moi s'est refroidi, mais je ne pouvais pas y croire sans preuve. Alors je me suis allongée sur le dos dans le lit. Elle est venue et s'est couchée à côté de moi. Pendant les 2 heures suivantes, je n'ai pas pu dormir sur le dos. Je suis restée éveillée, m'assurant qu'elle dormait. Puis je me suis glissée hors du lit, j'ai pris ses clés, et je suis sortie dans la voiture. Elle avait une petite lampe de poche sur son porte-clés, donc j'ai pu entrer facilement. J'ai ouvert la boîte à gants, et j'ai trouvé le téléphone tracker. J'ai commencé à le parcourir et j'ai vu beaucoup d'appels vers T dans la liste des contacts et personne d'autre. J'ai aussi vu un compte Hotmail que je ne reconnaissais pas car nous utilisons tous les deux Gmail ou Yahoo. Je savais que je devais y accéder. Je me suis souvenu qu'elle n'utilise pas de mot de passe différent pour les emails ou les sites web. Ils sont tous les mêmes. J'ai réussi à lui soutirer son mot de passe Gmail en prétendant vouloir vérifier si son ordinateur portable pouvait ouvrir les pièces jointes de mon ordinateur portable. J'ai obtenu le mot de passe et je l'ai utilisé pour accéder au compte Hotmail. Ce que j'ai trouvé m'a traumatisé pendant les 2 années suivantes. Il y avait des centaines d'emails dont beaucoup étaient explicites et méchants. Je les ai envoyés à mon compte Yahoo et je les ai supprimés la boîte d'envoi. Passer à travers 40 de ces emails était tout ce que je pouvais supporter. Elle disait à quel point il était bon, à la fois physiquement et émotionnellement, contrairement à moi. Elle a parlé de combien elle a apprécié leur temps ensemble et a partagé des détails salaces. Il y avait aussi des photos échangées, y compris certaines sur le lit de mon ancien appartement. Ils ont même filmé des choses ensemble. Je n'en pouvais plus. Quand j'ai vu que beaucoup de ces emails étaient de quand nous venions de commencer à vivre ensemble, j'ai craqué, puis je me suis mis en colère, prêt à exploser. Quand elle est rentrée de son voyage de week-end, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Elle a dit que c'était fabuleux et qu'elle avait passé du bon temps avec ses amis. J'ai demandé à propos de thé et elle a fait semblant de ne pas comprendre. Ça m'a poussé à bout et j'ai perdu le contrôle. Je me suis levée et j'ai jeté la chaise sur laquelle j'étais assis. Elle était à un pied de distance de moi, je me suis mis en face d'elle. Je l'ai insultée avec tous les gros mots que je connaissais et elle a commencé à pleurer en disant que ça ne voulait rien dire pour elle. J'ai frappé un mur et j'ai presque écrasé mon petit doigt. Quand elle a vu ça, elle est juste sortie et a conduit loin. Je suis entrée dans une rage. J'ai renversé le canapé que j'avais acheté, j'ai donné des coups de pied dans les murs et j'ai claqué les tables. Quand j'ai fini, j'ai juste commencé à pleurer jusqu'à ce que je m'évanouisse. Pendant les semaines suivantes, j'étais triste, mais ma colère était au premier plan. J'ai même crié sur mon ami Quentin, car je l'ai connu grâce à lui. C'était quand juste la nouvelle s'est répandue au travail et on m'a laissé tranquille. Et j'ai dû marcher sur des œufs. Dans mon esprit, le mariage était fini. Puis la tristesse m'a frappée. C'était horrible. Je pleurais presque tout le temps et j'arrivais au travail sans énergie et négligée. Mon parcours m'a donné un peu de temps libre. Et après ça, il m'a permis d'une partie de mon travail depuis chez moi sur mon ordinateur principal. Je ne me rasais pas et je n'ai rien dit à ma famille parce que j'étais trop embarrassée et honteux, pourquoi je ne sais pas. Elle me manquait tellement. Elle avait l'habitude de caresser ma tête et de me tenir parfois. Je n'ai jamais reçu un seul appel d'elle après qu'elle soit partie ce jour-là. Puis alors que j'étais au plus bas de ma dépression, elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle était désolée et qu'elle ferait tout pour se faire pardonner. Qu'elle voulait être ma femme et avoir mes enfants, tout ça. J'étais tellement désespérée à ce moment-là,
Je me suis juste accrochée à elle et j'ai commencé à pleurer. Nous nous sommes effondrés sur le sol et elle m'a tenue. Nous nous sommes réconciliés et elle a dit que nous devrions quand même nous marier et j'ai accepté. Elle est revenue vivre avec moi, m'a dit qu'elle allait envoyer une lettre à l'autre homme, une lettre de non-contact, en y repensant. Que c'était fini et qu'elle allait restaurer ma confiance en elle. Elle m'a donné accès à tous ses comptes, a détruit le téléphone jetable devant moi et a commencé à nettoyer et à réorganiser la maison encore en ruine. Ça a duré environ un mois. Je pensais qu'elle était vraiment repentante, mais il s'est avéré qu'elle balayait tout sous le tapis. Chaque fois que j'en parlais, elle disait « Tu sais que je t'aime ». Et c'est tout ce qui compte. Le passé est passé. À cette époque, je n'avais absolument aucune confiance en moi, ni aucun respect de soi, donc chaque fois qu'elle disait ça, je laissais tomber. 5 mois avant le mariage, je souffrais de crises de panique et d'hyperventilation. J'ai été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique lors de ma thérapie 1 an plus tard, mais je ne le savais pas à l'époque. Parfois, quand quelque chose me déclenchait, je faisais une crise. Elle venait me prendre dans ses bras jusqu'à ce que je me calme, et quand elle le faisait, ça passait toujours plus vite. Quelques semaines plus tard, elle est devenue apathique face à mes crises, et m'a dit que je devais me ressaisir et arrêter d'agir comme une folle. Elle a dit que tout était dans ma tête et que tout allait bien entre nous. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas vrai. Après cette période, elle ne me consolait plus quand j'avais une crise. Elle m'ignorait simplement. J'étais littéralement à 7 pieds de distance, agrippée à ma poitrine sur le sol, et elle envoyait des textos ou tapotait sur son ordinateur portable. Cela a continué pendant un certain temps. J'ai perdu plus de 25 livres et à cause de mes crises, j'évitais toute confrontation à tout prix. Peu de temps après, j'ai commencé à vérifier sa boîte à gants tous les matins et tous les soirs pendant les 130 jours suivants. Je devenais paranoïaque. Chaque matin et chaque soir, je vérifiais et j'attendais toujours quelque chose. J'ouvrais toujours la boîte avec le souffle coupé et le cœur battant plus vite. J'ai jamais rien trouvé. C'est cette paranoïa qui m'a aidé à me réveiller environ 1 mois et demi avant mon mariage. Une nuit, j'ai pris ses clés, comme d'habitude, et j'ai vérifié la boîte à gants. Il y avait rien. Je les ai remises sur la table de nuit, avec les clés posées sur une autre. Je me suis réveillée avant elle, et j'ai pensé à vérifier la boîte à gants à nouveau. Les clés sur sa table étaient exactement comme je les avais laissées la veille au soir. Alors je me suis dit, les clés sont là, de la même manière que je les ai laissées hier soir. Il est impossible qu'elle ait mis quelque chose là-dedans, alors détends-toi et ne vérifie pas ce matin. Devinez où j'étais quelques minutes après avoir pensé ça. Après avoir eu un feu vert, je rentrais à la maison et le poids de tout m'a frappé d'un coup. Je n'arrivais pas à croire que je vivais comme ça. J'ai déménagé en Géorgie et je me suis fait une place tout seul. Et maintenant, je vivais comme ça. J'avais tellement mal et j'avais besoin d'aide, alors j'ai finalement appelé ma sœur. Quand elle m'a entendu parler, elle a tout de suite su qu'il y avait un problème et je lui ai tout raconté. Ma sœur avait déjà rencontré ma fiancée et elle était horrifiée après tout ce que je lui ai dit. Ce week-end-là, elle est venue de Floride. Elle a appelé à l'avance, donc je l'attendais sur le porche. Elle m'a demandé si ma fiancée était à l'intérieur et j'ai dit oui. Elle est passée devant moi et est entrée dans ma maison. J'ai entendu des cris et 20 secondes plus tard, ma sœur la traînait dehors par les cheveux. Elle était plus en colère que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai remerciée plus tard et je lui ai dit qu'elle l'aurait battue si elle était revenue. Elle a alors dirigé une partie de cette colère vers moi et a été choquée que j'ai supporté cela si longtemps. Elle a passé toute la journée avec moi et voulait le dire à notre famille, mais je voulais le dire moi-même. Alors je lui ai demandé de ne pas le faire. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit que le mariage était annulé. J'ai expliqué pourquoi et elle est devenue silencieuse. Elle m'a alors dit que ce n'était pas ainsi qu'elle m'avait élevée et qu'elle était déçue, mais qu'elle serait toujours là pour moi. Après avoir reçu le soutien de ma famille, j'ai commencé à me sentir comme moi-même à nouveau, et j'ai su ce que je devais faire. J'ai appelé ma fiancée, et je lui ai dit
que le mariage était annulé et de revenir lundi, quand je serais absent pour récupérer ses affaires. Elle avait l'air bouleversée au téléphone. Et j'ai répondu en me mettant en colère, pour la première fois, en 6 mois, et en lui disant de me laisser tranquille pour toujours. Ma sœur avait sa propre famille et elle devait partir. Alors je lui ai assuré que je pouvais gérer les choses à partir de là, et je lui ai promis de visiter la Floride bientôt. Après un câlin, elle est partie et je suis allée trouver un bon hôtel avec Internet pour pouvoir travailler en attendant qu'elle récupère ses affaires. Quand je suis rentrée chez moi mardi, mon appartement était vide. Ses affaires étaient parties mais elle avait aussi pris beaucoup de mes affaires. Mon voisin m'a dit qu'il avait vu un camion U-Haul garé devant chez moi et qu'elle et un grand homme noir, le mystérieux T égale Terry, déménageaient des choses. Mes appareils électroménagers, télévision, système audio, ordinateur principal, PS3, Xbox 360 et 30 à 50 jeux avaient tous disparu. Elle avait même pris le lecteur CD qu'elle m'avait offert pour Noël dans ma voiture et avait laissé une note disant qu'elle gardait la bague de mariage et la vendait parce que je l'avais abandonnée. En voyant cela, je suis retombée dans la dépression et je me suis sentie plus seule que jamais. J'aurais probablement abandonné ma maison si mes parents ne m'avaient pas donné 40 000 pour m'aider à la payer. Je m'étais isolée des quelques amis qui me restaient et je parlais à peine au travail. Je ne faisais pas grand-chose à part me réveiller, travailler, remplacer les choses qu'elle avait volées et dormir pendant les 10 prochains mois. Tout s'est passé dans un flot. Pendant ce temps, j'ai également appris par des amis que je n'avais pas isolé, qu'elle avait mis en gage la bague de mariage coûteuse que je lui avais offerte, vendu le reste de mes affaires et vivait avec T dans son appartement. Ma sœur savait que quelque chose n'allait pas, surtout quand je ne suis pas venue en Floride comme je l'avais promis. Cependant, elle était enceinte de son 2e enfant et occupée à préparer son arrivée, donc elle ne pouvait pas venir avant que le bébé ne soit installé. C'est pourquoi j'ai passé 10 mois dans un état second. J'étais dans le même état que lorsqu'elle est partie, il y a presque un an. C'est alors qu'elle m'a dit de partir en vacances et de venir en Floride. Je n'avais rien de mieux à faire, alors j'y suis allée. Être avec ma famille m'a aidé à me sentir comme moi-même à nouveau. Lors de la fête prénatale de ma sœur, j'ai rencontré ma petite amie actuelle. Elle était une amie de ma sœur et était venue d'Alabama en voiture. Nous avons une bonne conversation, mais je n'étais pas prêt à recommencer à sortir ensemble. Cependant, son intérêt pour moi a fait des merveilles pour mon estime de soi et ma confiance en moi. Quand je suis retournée en Géorgie, je me suis remis sur pied et j'ai informé mon patron que j'étais de retour. J'ai commencé à renouer avec des amis et quand ma future petite amie a déménagé en Géorgie pour travailler en tant qu'infirmière, je lui ai fait visiter et nous nous sommes mis ensemble peu de temps après. Bien qu'elle ne l'admette pas, je pense que ma sœur a joué les Cupidons. C'est pas de sa faute pourtant. Je n'avais jamais réalisé à quel point une relation pouvait être merveilleuse lorsque votre partenaire vous aime vraiment. Je ne lui ai pas parlé que mon passé difficile au début, mais je l'ai fait dans l'année. Au début, elle savait juste que j'avais eu une mauvaise rupture. Alors, elle riait quand j'étais émerveillée par les petites choses qu'elle faisait, comme m'acheter le déjeuner en rentrant chez elle, ou cuisiner le dîner pour nous 2 jours de suite. Avance rapide de près de 2 ans et demi à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble et avons un magnifique fils de 17 mois. La vie est belle, et je n'ai pas fait de crise depuis plus d'1 an. Jusqu'à il y a quelques jours. Voici le problème. La mère de ma petite amie mourait d'envie de voir son petit-fils, et nous avons convenu de visiter l'Alabama pendant plusieurs jours. C'était le plan. 10 mois, jusqu'à ce que je sois submergée de travail à cause du départ soudain d'un de mes collègues. Je pense que mon patron me prépare pour une promotion, et maintenant, avec une famille à nourrir, je ne voulais pas qu'il pense que je suis peu fiable, surtout après avoir supporté tous mes problèmes il y a des années. Donc, ma petite amie et mon fils sont partis vendredi et sont revenus mardi. Le problème, c'est que lundi, quelqu'un a frappé à ma porte pendant que je buvais une bière et travaillais. C'était mon ex-fiancé.
J'étais émotionnellement figée. Je ne pouvais pas réfléchir, je pouvais à peine respirer. Elle a demandé à entrer, et je l'ai effectivement laissée entrer dans la maison de ma famille, mais je n'ai rien fait. Elle a dit que l'endroit avait l'air beaucoup mieux, et a agi comme si rien n'avait changé entre nous. Cela a duré quelques minutes avant qu'elle ne parte et dise qu'elle serait dans les parages. Je n'arrivais pas à croire que cela se soit produit. J'ai fait une crise pour la première fois depuis plus d'un an. Je le sais maintenant, mais j'avais peur. J'aurais dû être capable de lui dire ces 4 vérités, mais j'étais en panique. Maras, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je vois maintenant comment ça m'a tellement déclenché. Depuis que j'ai eu mon fils, je n'ai jamais pensé à elle pendant plus d'une demi-seconde. Et maintenant pour qu'elle apparaisse soudainement près de 3 ans plus tard, elle avait exactement la même apparence qu'avant. Ah oui, ma petite amie n'est pas encore ma fiancée. Je veux changer ça, mais j'ai du mal à m'engager. Elle a été complètement compréhensive, mais ce n'est pas juste pour elle. Je me sens horrible d'avoir laissé mon ex entrer chez nous. Je vais le dire à ma petite amie quand elle aura fini son service ce soir. Alors je l'ai dit à ma petite amie quand elle est rentrée. Elle était vraiment en colère, mais pas contre moi, contre mon ex-fiancé. Elle sait qu'il n'y a aucune chance que je me remette avec elle. Au début de notre relation, j'avais encore quelques déclencheurs, donc elle sait à quoi elle est toxique. Mais elle s'inquiète juste que je fasse une autre crise avec elle ou notre fils à la maison. Je n'ai plus son numéro de téléphone. Après son départ, j'ai pratiquement effacé toute trace d'elle de ma vie et changé d'adresse email. J'ai oublié quelle était son adresse email, donc je n'ai aucune idée de comment lui envoyer une lettre de non-contact et rester loin d'elle. Elle m'a aussi dit que j'avais encore beaucoup de bagages, si juste le fait de la voir m'a complètement paralysée, comme ça. Donc nous envisageons que je suive une thérapie individuelle. Après ça, on s'est juste blotti avec notre fils et elle est allée se coucher il y a 1 heure. Je suis tellement contente qu'elle comprenne où j'en suis en ce moment. Je détesterais qu'elle pense même que je pourrais retourner avec cette femme vile. Je veux gérer ça sans qu'elle se rencontre jamais. Elle ne devrait pas avoir à gérer ça non plus. Une autre encore. Alors, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle serait dans les parages. Je vais à la même église. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue à l'église pendant que j'étais avec ma famille. Ma petite amie était furieuse et ça a vraiment gâché notre week-end. J'étais aussi en colère et content d'avoir pu contrôler mes émotions. Au début, j'étais anxieux, mais ensuite, ma rage a pris le dessus et je n'ai pas gelé. Je ne suis pas un homme très religieux, mais elle savait que je ne ferais jamais rien de précipité en public, surtout dans une église. Je ne pouvais pas laisser ma petite amie être mise dans cette situation, donc nous sommes partis tôt. Je les ai envoyés à la voiture et je suis sortie et elle m'a suivi. Je lui ai dit de partir et d'arrêter de me suivre. Elle s'est excusée pour la façon dont les choses se sont terminées et a suggéré que nous pourrions nous réconcilier à l'avenir. J'ai été choquée quand elle m'a dit que je l'avais larguée, même si elle était enceinte de mon enfant. Elle a dit qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle avait été malheureuse pendant plus d'1 an. Elle a quitté son autre homme et retourné vivre ses parents. Elle m'a dit que le seul moment où elle était vraiment heureuse, c'était quand elle était avec moi. Et elle sait qu'elle est égoïste. Mais elle veut que je la reprenne après 3 ans. Je n'arrivais pas à y croire, et je n'arrivais pas à croire que je suis restée assise là, à écouter son petit discours de pitié. Je lui ai dit que notre relation était finie, et que j'avais refait ma vie avec la femme que j'aime vraiment, et avec qui j'ai fondé une famille. Je ne voulais pas dire qu'elle était meilleure qu'elle, mais j'allais en dire plus avant qu'elle ne se mette à pleurer et à faire un scandale. Je suis partie, et ma petite amie était en colère contre moi de ne pas lui avoir laissé confronter la femme. Je pense que je vais peut-être devoir obtenir une ordonnance de restriction pour l'empêcher de s'approcher de ma famille. Je dois trouver un moyen rapide de mettre fin à ça. J'ai décidé de régler ça aujourd'hui. Je sais que je peux envoyer une lettre de non-contact puisque je sais où elle habite maintenant. Je peux aussi obtenir une ordonnance de restriction,
Mais je sais qu'elle n'en tiendra pas compte. Elle a toujours été très nerveuse, mais je ne l'ai jamais vue aussi maniaque avant. Elle pourrait revenir sur sa parole et causer plus de drame pour moi et ma petite amie, qui est déjà frustrée par cette situation. Elle veut la confronter, mais je ne sais pas. Je ne veux pas qu'elle soit près de ma famille dans n'importe quelle circonstance. J'ai déjà informé la police locale de la situation, et si ça ne fonctionne pas, je prendrai des mesures supplémentaires. Je n'en peux plus. C'est de ma faute de l'avoir laissée en arriver là, donc je vais la confronter chez elle, où elle ne pourra pas s'enfuir. Dans le passé, la seule façon de lui faire entendre raison était d'être ferme et de me répéter. Je vais aussi avoir un enregistreur vocal avec moi. Elle n'a pas répondu à ma colère, donc je vais être direct et factuel, tout en restant ferme. J'y vais dans environ 2 heures. Souhaite-moi bonne chance. J'ai pris une décision hier et c'était assez choquant. J'ai évité de mettre à jour parce que j'avais besoin de temps pour tout assimiler. J'ai dit à ma petite amie où j'allais, et cette fois, elle a compris pourquoi je voulais gérer ça seule. Après avoir passé du temps avec ma famille, j'ai été dans le bon état d'esprit. J'ai trouvé le numéro de téléphone de la maison de ses parents dans un annuaire, et je l'ai appelé. Sa mère a répondu, et je lui ai demandé de mettre sa fille au téléphone. Quand elle est enfin arrivée, je lui ai dit que j'étais à 15 minutes, et que nous devions parler de notre relation. Elle a accepté, et j'ai raccroché sans rien dire d'autre. Environ 15 à 20 minutes se sont écoulées, et je suis arrivée. Je me suis assurée que mon enregistreur vocal était dans ma poche, avant d'aller à la porte d'entrée. Après avoir frappé un peu, elle m'a accueilli avec un sourire, et je suis entrée. Nous sommes allés au salon et d'après la scène là-bas, je savais exactement ce qui allait se passer. Et d'après ce que j'ai compris, avec la façon dont elle était habillée et coiffée, et qu'elle me souriait tout en tenant la main de sa mère, je pouvais dire qu'elle s'attendait pleinement à ce que je lui dise que je l'aimais, et que je la reprenne, ou quelque chose du genre. Comment son esprit délirant en est arrivé à cette conclusion, je n'en ai aucune idée. Et honnêtement, je m'en fichais. Je savais ce que je devais dire depuis que je me suis réveillée ce matin-là. Donc avec ses parents assis là, je lui ai dit oui. Nous étions très proches de nous marier et il y a plusieurs années, je l'aimais et nous avions quelque chose de bien, mais elle l'a complètement ruiné et a causé notre rupture. Je lui ai dit sans équivoque que nous étions vraiment finis et qu'il n'y avait aucune chance que je la reprenne un jour. Son sourire a disparu presque instantanément et elle a commencé à pleurer un peu, s'excusant d'avoir toujours pensé être ma femme. Je l'ai coupée et je lui ai dit qu'à ce stade, je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait. Même si je le faisais, cela ne changerait pas le fait que je ne l'aimais plus et que je ne lui avais pas pardonné de manquer de respect et d'abuser de ma confiance. Après notre rupture, j'ai continué ma vie et je lui suggère de faire de même. J'ai déjà rencontré une autre femme que j'ai l'intention d'épouser un jour et nous avons déjà commencé à fonder une famille. Mais même si j'étais célibataire, je ne la reprendrai pas dans n'importe quelle circonstance. C'est alors qu'elle a commencé à hurler fort, très très fort et longtemps. J'ai pensé à me lever et à partir. Mais quelque chose en moi m'a dit de traverser la tempête et de m'assurer qu'elle comprenne que je ne traverserai plus ça. Après que tous ses cris et ses pleurs ont commencé à s'atténuer, son père, qui était assis là, comme une statue, qui avait précédemment souri quand je suis entrée et qui avait fait la grimace après que j'ai parlé, a finalement décidé de me critiquer. Ce vieil homme a commencé à crier sur le fait que, parce que j'avais proposé, j'aurais dû simplement épouser leur fille et travailler sur nos problèmes. Il m'a traité de lâche pour... Il m'a dit que, à cause de l'affaire et de la rupture, il y a 3 ans, la plupart de ses amis l'avaient abandonnée et qu'elle avait des problèmes émotionnels. Il a dit que, si j'étais un vrai homme, j'aurais tenu bon ou au moins je l'aurais reprise maintenant pour assumer mes erreurs. Mes erreurs, c'est alors que je me suis mise en colère. Je ne l'ai jamais aimé. Il est très critique, étroit d'esprit et avide comme l'enfer. Je l'ai vu en colère, furieuse et triste. Mais c'était la première fois qu'elle était comme ça devant moi. Ce n'est pas mon problème, je le sais. Mais j'avais
un mauvais pressentiment depuis que je suis sortie de chez ses parents ce jour-là. Je me disais sans cesse qu'elle essayait juste de me manipuler et que je devais l'ignorer. Mais maintenant, je sens que j'aurais pu l'empêcher si j'avais dit quelque chose au lieu de juste partir. Je n'en ai pas encore parlé à ma copine, car elle venait de finir le travail, et je ne voulais pas la contrarier. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne veux certainement pas rendre visite à mon ex. Mais je ne pense pas non plus qu'il soit juste de laisser sa mère comme ça. Après certains petits gestes de gentillesse qu'elle m'a montrés, je ne peux pas simplement l'abandonner. Si je continue à entretenir ce lien avec sa vie, ma copine finira par en avoir assez, et je ne supporte pas cette idée. Je sais pas pourquoi je suis si fou, mais ma famille est tout ce qui compte pour moi. Enfin, tourner la page de ma vie, et je refuse de revenir en arrière. Je vais appeler sa mère et lui dire que je ne peux plus avoir ni elle ni sa fille dans ma vie. Et ensuite je vais supprimer son numéro. J'en ai fini avec eux pour toujours. Aussi, je pense que j'ai encore des problèmes d'engagement, mais je sais que je veux demander ma copine en mariage. Est-ce trop tôt pour commencer à chercher une bague, ou devrais-je d'abord chercher de l'aide? Quand je l'ai vue, j'étais pas du tout confus. J'ai fait une crise de panique en la voyant, mais j'étais pas confus. Tu as raison, elle ne fait pas partie de ma vie, et je le sais, depuis que j'ai coupé le dernier lien qui me reliait à elle. Crois-moi, je n'ai pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je sais que j'en ai fini avec cette femme. Avec tout le manque de respect et la douleur qu'elle m'a infligée pendant et après notre relation, mon estime de moi seule m'empêcherait de revenir avec elle. Ma famille et mon amour pour eux sont les raisons principales. Toute la situation était horrible, mais je crois que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je suis une meilleure version de moi-même maintenant, car je me respecte et m'aime complètement. Je n'ai pas besoin de chercher la validation d'une femme comme je le faisais avec mon ex quand je regarde en arrière. Je pensais à beaucoup de choses avant de devenir un conjoint trahi. Je pensais à quel point un homme devait être pathétique s'il ne pouvait pas satisfaire et contrôler sa femme. Comme j'étais naïf, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles je n'ai pas cherché d'aide ou de soutien après le jour J. J'avais trop honte. Quand quelqu'un passe à autre chose, je ne pense pas qu'on puisse jamais être vraiment indifférent. Je veux dire, comment quelqu'un peut-il regarder en arrière des années de mauvais traitements et les supporter et être indifférent? Je sais que je ne peux pas. La plupart de ce que je ressens, c'est de la honte pour la façon dont je vivais comme ça. C'est juste mon opinion en tant que conjoint trahi. Bien sûr, penser à des personnes terribles et à des choses terribles comme la trahison et même les abus physiques fait mal à certaines personnes, mais je ne pense pas que le fait d'être repentant signifie que nous n'avons pas complètement tourné la page. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé ma copine en mariage, il y a une semaine. Elle dit non. J'étais sous le choc, pour le dire légèrement. Je pensais qu'après avoir coupé toute la chair morte de ma précédente relation incroyablement toxique, j'étais prêt pour le prochain chapitre de ma vie. Je suis sortie et j'ai acheté la bague parfaite, et quand je me suis mis à genoux, elle a dit qu'elle pouvait pas dire oui à ce moment-là. Je voulais pleurer parce que j'ai un fils avec cette femme. Mais d'abord, je lui ai demandé pourquoi, et elle a dit qu'après tout ce qui s'est passé avec mon ex-fiancé, elle n'est pas sûre que j'ai complètement guéri de cela. Elle pense que je lui fais une demande en mariage pour prouver que j'ai oublié mon ex, au lieu de vouloir passer ma vie avec elle. Mais c'est extrêmement qu'un faux. Elle m'a dit qu'elle m'aime vraiment et veut m'épouser, et nous avons tous les deux commencé à pleurer. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre cet engagement si une partie d'elle doutait de la validité de mon égard envers elle. Ce sont des mots paraphrasés, car les vrais sont trop émotionnels et privés. Je l'ai tenue à l'écart de la gestion de mon ex-fiancé, qui essayait de se réinsérer dans ma vie, donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne sait pas à quel point j'ai tourné la page. Elle est l'amour de ma vie et je veux passer ma vie avec elle et avoir d'autres enfants. Je réalise cela maintenant, après avoir arrêté de me mentir à moi-même à propos de mes problèmes. Comment puis-je lui faire comprendre que j'ai vraiment surmonté l'affaire de mon ex? Je sais que j'ai tourné la page
et que je suis définitivement passée à autre chose. Elle a été admise à nouveau pour une évaluation psychiatrique à l'hôpital. Certains amis m'ont dit de ne plus lui parler d'elle, et honnêtement je m'en fiche et je n'ai aucun plan pour l'appeler, la visiter ou quoi que ce soit. Depuis une semaine, nous avons repris une vie presque normale, mais c'est comme s'il y avait un mur entre nous. J'ai peur d'en parler, et encore plus peur de parler de mariage à nouveau, car je ne sais pas ce que je ferais si je suis rejetée une deuxième fois. J'ai fait une demande en mariage à ma petite amie de l'époque, elle a accepté. Le mariage était prévu pour 9 mois plus tard. 6 mois avant le mariage, j'ai découvert qu'il y avait eu une liaison pendant environ 1 an et demi avant et après la demande en mariage. Elle faisait également des commentaires désobligeants à mon sujet à l'autre homme pendant 4 mois et demi, alors que j'étais dans le déni. Jamais excluée. Souffrant de fréquentes crises de panique causées par une âme apathique, je n'étais plus qu'à 1 mois de notre mariage. Je me suis confiée à ma sœur et j'ai finalement eu un soutien émotionnel, ce qui m'a poussé à annuler le mariage, à rompre avec elle et à en parler à ma famille. J'ai quitté la maison que je venais d'acheter pendant quelques jours et je lui ai demandé de prendre ses affaires et de partir. Quand je suis revenue, j'ai découvert qu'elle avait pris la plupart de mes affaires, laissant la maison vide. Cela m'a plongé dans une profonde dépression pendant environ 1 an. Cependant, j'ai finalement repris pied et j'ai rencontré ma petite amie actuelle avec qui je suis tombée amoureux. Nous avons maintenant un fils ensemble. Iné et moi, mon ex-fiancée serait dans ma vie, causant beaucoup de drames. Elle a même menacé de se faire du mal. Malgré cela, j'ai été claire en lui disant qu'elle était vraiment sortie de ma vie pour de bon. Cependant, elle a quand même avalé une bouteille de pilule et s'est enfermée dans la salle de bain. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis, mais je ne peux pas dire que je m'en soucie vraiment. Ma petite amie a été à mes côtés pendant tout cela, et je comprends qu'elle ait peut-être besoin de temps pour avoir pleinement confiance en moi et en notre relation. Mais je veux lui faire comprendre que j'ai complètement tourné la page et que je suis engagée envers notre relation. Je pensais qu'en traversant cela, notre relation deviendrait encore plus forte, mais elle semble avoir stagné. Cela fait beaucoup de mal en ce moment, et c'est difficile de penser clairement. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que ma petite amie se sente plus en sécurité dans notre relation. Je suis reconnaissant pour les commentaires et le soutien. Il est clair que ma petite amie est raisonnable, et même vraiment. J'ai peut-être pensé être prêt pour le mariage, mais il est juste qu'elle ait des doutes. Je ne vais pas abandonner juste à cause de ça. Quelqu'un a suggéré de mettre ma bague sur un collier pour le moment, et de la lui donner. Je vais certainement considérer cela, car cela pourrait confirmer ce que tout le monde dit. Je ne vais pas abandonner sur elle. Je vais gérer la déception pour le moment, et surtout je ne mettrai pas de barrière entre nous. Nous devons avoir une conversation mature à ce sujet. Honnêtement, je pense que c'est mon ego qui a du mal à accepter la déception. Je n'irai même pas jusqu'à l'appeler un rejet. Si je peux reconnaître cela, ce sera mieux pour nous deux. La fin finale arrive aujourd'hui et c'est une bonne chose. Je vais le finir rapidement.